On va aller droit au but. L'industrie automobile mondiale est en train de basculer. Et ce n'est plus une vague prédiction pour le futur, non, c'est une réalité qui se déroule là, maintenant, sous nos yeux. Dans cette analyse, on va aller bien au-delà des gros titres pour vraiment décortiquer les stratégies industrielles et financières qui sont au cœur de cette transformation. Allez, on plonge. Cette phrase, elle résume tout. On est entré dans une nouvelle ère, celle du jeu à somme nulle. L'équilibre des forces a été rompu, et ce changement, il est irréversible. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut commencer par une chose essentielle, déconstruire quelques mythes. Pour saisir la réalité de cette offensive, il faut d'abord se débarrasser de deux idées reçues, deux mythes vraiment tenaces qui faussent complètement la perception de la stratégie chinoise. Premier mythe, cette invasion serait toute électrique. Eh bien, les chiffres racontent une toute autre histoire. Sur les millions de véhicules que la Chine exporte, regardez bien, près des 2/3 sont en fait thermiques ou hybrides. La Chine se sert des marchés émergents, ce qu'on appelle le Global South, comme un véritable déversoir stratégique pour sa surproduction de moteurs à combustion. Et les profits énormes qu'elle y réalise financent ensuite directement la guerre des prix sur les voitures électriques ici, en Europe. La boucle est bouclée. Deuxième mythe à abattre, l'idée que les constructeurs chinois vendraient à perte juste pour nous inonder et prendre des parts de marché. C'est absolument faux. Les leaders de cette offensive, ce ne sont pas des entreprises aux abois qui bradent leurs voitures, ce sont des géants industriels avec des bilans financiers extrêmement solides. Prenons juste quelques exemples, c'est édifiant. BYD investit en recherche et développement quasiment le double de ce qu'il gagne. Geely affiche des croissances à 2 chiffres qui font rêver n'importe quel constructeur européen. Et pendant ce temps, des géants de la tech comme Xiaomi et Huawei ont réussi à rendre leur division automobile rentable en un temps record, là où certains acteurs historiques patinent depuis 10 ans. Et attention, ce ne sont là que quelques exemples parmi bien d'autres. Maintenant, passons au contexte économique global, parce que c'est le point crucial pour tout comprendre. Le marché automobile européen, il ne grandit plus, il stagne. Et dans un marché qui stagne, la compétition devient absolument brutale. Dans ce genre d'environnement, la logique est implacable. La taille du gâteau n'augmente pas, donc chaque voiture vendue par une nouvelle marque chinoise, eh bien, elle ne crée pas de richesse nouvelle. Elle prend directement une part du gâteau d'un constructeur historique comme Volkswagen, Renault ou Audi. On ne partage plus le gâteau, on se le vole. C'est ça, la cannibalisation. Pour illustrer cette dynamique de manière parfaite, presque caricaturale, il n'y a pas de meilleur exemple que l'alliance entre Stellantis et le constructeur chinois Leapmotor. C'est un cas d'école qui révèle absolument tous les mécanismes profonds de ce basculement industriel. La chronologie est très claire. Après un faux départ en 2024, on peut dire que 2025 marque le début de la véritable offensive. Le fer de lance, c'est ce SUV, le B10, qui arrive sur le marché aux alentours de 29 900 €. Mais le plus fascinant ici, ce n'est même pas le produit en lui-même. C'est le montage financier qui se cache derrière. Alors, accrochez-vous, voici le mécanisme. On appelle ça le pooling carbone. Pour faire simple, Stellantis vend beaucoup de véhicules qui émettent trop de CO2 et risquent donc des amendes européennes colossales. Pour y échapper, le groupe achète les bons points, les fameux crédits carbone de Leapmotor, qui lui ne vend que de l'électrique. La conséquence est totalement surréaliste. C'est cet argent qui permet à Leapmotor d'afficher son tout premier bénéfice net de son histoire. En clair, Stellantis rend son concurrent profitable avec son propre argent. Et le pire dans tout ça, ce capital n'est pas réinvesti dans la joint venture, non. Il est transféré directement à la maison mère en Chine pour financer l'armement technologique de son propre rival. La bourse ne s'y est d'ailleurs pas trompée, sanctionnant la nouvelle. Et ce n'est pas juste symbolique. On parle d'un transfert de capital estimé à environ 200 millions d'euros, rien que pour l'année 2025. C'est un flux financier direct qui part de l'Europe pour aller financer la recherche et le développement d'un concurrent direct en Chine. Bon, ça c'était le volet financier. Mais le piège est aussi industriel. Et il est peut-être encore plus pervers car il a des conséquences dévastatrices pour toute la chaîne de valeur européenne. La méthode s'appelle le CKD. En clair, ça veut dire que la voiture est entièrement fabriquée en Chine, puis démontée, envoyée en kit, pour être simplement réassemblée en Europe. L'objectif n'a rien d'industriel. Le but unique, c'est d'esquiver les taxes à l'importation. On appelle ça le tarif jumping. Concrètement, regardez l'impact. Sur une voiture européenne normale, la batterie, le moteur, l'électronique, tout ça vient de fournisseurs locaux comme Bosch, Valeo, etc. Avec le modèle CKD, tous ces composants à haute valeur ajoutée arrivent déjà dans la boîte, préassemblés depuis la Chine. L'usine européenne, en Espagne dans ce cas, ne fait plus que du vissage, du montage final. Elle devient en fait une coquille industrielle vide. Et ce n'est qu'un début. L'arrivée annoncée des prochains modèles va encore aggraver ce phénomène de désindustrialisation par l'intérieur. Ils vont proposer un rapport prix-prestation que les marques internes du groupe ne pourront tout simplement pas atteindre. Il est crucial de comprendre que le cas de Stellantis, aussi spectaculaire soit-il, n'est pas un cas isolé. C'est le symptôme d'une maladie beaucoup plus profonde,
une dépendance technologique qui est devenue généralisée et qui touche toute l'industrie automobile européenne. Les faits sont là, implacables. Volkswagen doit se fournir chez son concurrent direct XPeng pour la partie logicielle. Audi est contraint d'utiliser une plateforme de SAIC. BMW a délocalisé toute la production de ses mini-électriques en Chine. Et même un acteur comme Tesla dépend totalement de son usine de Shanghai pour exporter dans le monde entier et préserver ses marges. Le renversement est total. Et tout ça, au fond, ça s'explique par ce grand fossé, un fossé financier et philosophique. D'un côté, la Chine, qui pratique le réinvestissement total de ses profits en R&D pour préparer et dominer le futur. De l'autre, l'Europe, qui, sous la pression constante des marchés financiers, préfère distribuer ses bénéfices sous forme de dividendes et de rachats d'actions pour satisfaire les actionnaires, là, tout de suite. Ce sont deux philosophies, et donc deux destins. Ce qui nous amène à la question finale de cette analyse. Quand les champions industriels historiques d'un continent sont réduits à acheter la technologie de leurs rivaux directs, juste pour survivre, pour rester dans la course, est-ce qu'on peut encore vraiment parler de partenariat stratégique? Ou est-ce qu'on est simplement en train d'assister impuissant à un déclin industriel qui serait en fait parfaitement organisé? La question reste ouverte.